Bienvenue pour notre rendez-vous scientifique hebdomadaire, avec cette semaine une question qui touche également à l'univers des médias. Le documentaire scientifique doit-il obligatoirement être objectif ? La science était jusqu'ici peu présente, aussi bien sur le petit que sur le grand écran. Cependant, depuis quelques années, de nombreuses chaînes accordent une place de plus en plus importante aux documentaires traitant de sujets scientifiques. On a pu observer de véritables succès d'audience avec des productions sur les origines de l'homme comme Le Temps des mammouths ou encore L'Odyssée de l'Homo sapiens de Jacques Humry. Au cinéma également, les films animaliers attirent de plus en plus de monde. Le film de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, sorti en janvier 2005, a ainsi connu un succès mondial avec près de 2 millions d'entrées en France et plus de 8 millions aux États-Unis. La science s'ouvre donc au grand public, mais à quel prix ? Quelques-unes de ces productions ont été vivement critiquées par certains spécialistes. La mise en scène de connaissances scientifiques ne va pas s'en poser problème. En effet, il est parfois tentant de transformer légèrement la réalité scientifique afin de rendre le scénario plus marquant, les explications plus faciles à comprendre ou les scènes plus spectaculaires. Et si certains documentaires se caractérisent par leur sérieux, d'autres frôlent en revanche la caricature de la réalité scientifique. Le docu-fiction, genre télévisuel hybride très en vogue, qui mêle documents d'archives et reconstitutions fictives, aurait tout particulièrement tendance à favoriser cette dérive. La science semble alors utilisée comme prétexte pour produire des films hauts en spectacle avec de gros budgets, et ce, malgré la caution de chercheurs renommés. Le résultat peut laisser parfois songeur. Cette volonté de captiver l'attention du plus large public, et en particulier des jeunes, peut conduire à une vulgarisation dangereuse avec son lot d'imprécisions, voire de déformations. Dans certains cas, ces productions nuisent à l'image de la science plus qu'elles ne la servent. Le Temps des mammouths ou encore L'Odyssée de l'Homo sapiens regorge par exemple de simplifications utiles au niveau pédagogique, mais très contestables du point de vue scientifique. Un autre documentaire intitulé Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité de Thomas Nagati a également provoqué une levée de boucliers chez bon nombre de spectateurs et de spécialistes qui ont vu dans cette réalisation une défense indirecte de théories néo-créationnistes. Le but premier du documentaire scientifique, traité ou non sous la forme d'un docu-fiction, est-il de vulgariser les découvertes scientifiques ou s'agit-il au contraire, pour le réalisateur, de créer une œuvre personnelle qui peut alors s'éloigner quelque peu d'une réalité scientifique, souvent complexe et contradictoire ? Comment, dans ce cas, le public de profanes à qui s'adressent ces productions peut-il faire la part entre des faits validés par la communauté scientifique et la création cinématographique ? À vouloir trop simplifier la science pour la rendre accessible, ne la déforme-t-on pas ? C'est donc de ces questions que nous allons aujourd'hui débattre dans notre émission avec nos invités, Jean-Pierre Tillier, Hervé Gaïc et Thomas Nagati. Jean-Pierre Tillier est documentariste, directeur de la société de production Eurofilm et président du Festival du documentaire scientifique Paris Science, qui se déroule actuellement dans le cadre de la Fête de la Science au Jardin des Plantes au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Hervé Gaïc est également parmi nous. Il est responsable des documentaires scientifiques, médicaux et historiques sur France 4. Et enfin, Thomas Nagati est documentariste, réalisateur, producteur à Science Movie et auteur d'Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité, dont nous avons déjà parlé, mais aussi plus récemment d'un film remarqué intitulé Tchernobyl ou les oubliés de la catastrophe nucléaire. Thomas Nagati. Alors, donc, justement, cette polémique autour de votre documentaire, Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité, illustre bien les problèmes que les réalisateurs peuvent rencontrer, peut-être comme vous. La diffusion de ce film a eu lieu le 25 septembre sur France 2 et il a suscité de vives critiques de certains scientifiques vous accusant de diffuser des théories néo-créationnistes. Alors, quelle a été votre réaction suite à ces attaques ? Oui, bon, c'est vrai que les accusations de toutes parts ont été immédiates. Mais je dois avouer que le film a été dénigré et accusé effectivement de soutenir des thèses néo-créationnistes. Mais je vous le dis tout de suite et catégoriquement, je ne suis pas néo-créationniste. Le film, à mon avis, n'est pas du tout néo-créationniste et ne défend pas les théories créationnistes. Bien au contraire, il n'y a pas de providentialisme dans le film. Alors, quelle a été ma démarche ? En fait, j'ai en partie réalisé ce film en réaction au docu-fiction dont il était question tout à l'heure.
Avec ce film, je voulais aller sur le terrain, creuser dans le fossile, le sortir de terre, voir les mystères qu'il donne à résoudre aux scientifiques. Ce n'est donc pas un docu-fiction, mais plutôt une véritable investigation, non? Oui, c'est une enquête pure et simple, et c'est quasiment une énigme policière. Et c'est-à-dire, on creuse, on relève les indices, on cherche à les relier, etc. Et donc il y a effectivement un personnage principal, un chercheur, qui a été mis en lumière dans ce film et qui a été... Qui est Judith Marty. Qui est Judith Marty. Alors, il est effectivement possible que le film insiste un peu trop sur ce personnage, car c'est elle qui le fait progresser, qui apporte les différents éléments, qui analyse. Mais c'est une tendance générale dans les documentaires de prendre un personnage et de le suivre tout au long de ses recherches. C'est une façon effectivement de mettre en scène la réalité scientifique. Et comme je vous le disais, bon, elle occupe peut-être un peu trop de place par rapport au reste du contenu, mais pourtant je reste persuadé qu'elle devait avoir cette place principale. Enfin, bon, il faut tout de même préciser pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le film que ces recherches sont extrêmement controversées dans le milieu scientifique et force est de constater que votre film reflète très peu les mises en doute de sa théorie. Oui, c'est vrai, en effet. Bon, c'est vrai que sa thèse prête à controverse. Il y a un moment dans le film où ce sujet est abordé, mais ça aurait pu être plus développé. C'était un peu bref. C'était un peu bref, mais ce qu'il faut voir, c'est que au départ, il y avait une décision de faire un documentaire qui prend une théorie peu connue, qui paraît intéressante, défendue par un certain nombre de spécialistes, et de s'y plonger pour chercher à la comprendre. Alors c'était un choix délibéré, et de la part de la société de production, et de la part de la chaîne. Ils ne voulaient pas un film polémique, où l'on pèse le pour et le contre. Moi j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai également accepté ce choix. Donc on prend une thèse parce qu'on la trouve passionnante et qu'on a envie de l'exposer, on la suit, on la défend et on va au bout de l'histoire. Bon, si je devais moi-même produire un documentaire, peut-être qu'en effet, alors je ferais plus de place au débat, mais non, dans ce cas précis, on m'a demandé au contraire de le réduire au maximum. Alors, il est vrai que des débats scientifiques assez pointus peuvent se révéler difficilement abordables pour le grand public, mais tout de même, pour un réalisateur qui s'adresse à un public de béotiens, il est très difficile de faire la part des choses. D'autant plus que, dans votre cas, il y avait beaucoup de méfiance puisque les travaux scientifiques faisaient référence au néocréationnisme, et le néocréationnisme est un courant très développé aux États-Unis. Il y avait justement un débat à ce sujet à l'époque de la diffusion du film, et on a donc assisté à un étrange concours de circonstances qui a provoqué toutes ces attaques. Oui, en effet, les médias se sont rués sur le film, l'accusant d'être de la théologie déguisée, le montrant comme une tentative d'introduction du design intelligent en France. Bon, les diverses rédactions avaient besoin d'un article sur ce sujet en France et ils se sont servis du documentaire pour ça. Enfin, il y a eu des confusions incroyables. Ce film était créationniste, la chercheuse était une créationniste. Moi-même, je fais partie d'une conspiration venue des États-Unis. Enfin, j'étais un de leurs agents. Oui, et il faut souligner que, manque de chance, vous portez effectivement le nom d'un apôtre du néocréationnisme. Oui, la maison de prod s'appelait Science Movie. Il y a eu un certain nombre de coïncidences qui étaient en effet troublantes. Enfin, quasiment personne ne s'est adressé à moi pour me demander plus d'informations. On peut dire personne, même. Cela montre donc bien toutes les difficultés et les risques du métier. Quant à vous, Hervé Gaillic, vous êtes responsable donc des documentaires Science, Médecine et Histoire sur France 4. Que pensez-vous donc de tout ça, vous, personnellement? Ici, la chaîne est aussi en cause, étant donné qu'elle est coproductrice du documentaire. Alors, il faut d'abord préciser que j'ai d'abord vu le film à chaud au moment des événements, puis j'ai eu l'occasion de le revoir à froid plus tranquillement. Et réflexion faite, je pense personnellement que les critiques ont vraiment été exagérées, parce que le film s'appuie tout de même sur une investigation rigoureuse. Moi qui avais déjà fait des documentaires sur ce sujet, je dois dire que j'ai beaucoup appris sur, par exemple, sur la flexion du sphénoïde chez les hominidés et son rôle dans le développement du cerveau, de la face et de la locomotion. On y trouve vraiment beaucoup de réflexions hautement intéressantes et il faut vraiment faire la part belle à la surinterprétation pour oser dénoncer ce film comme créationniste, quoi. En outre, en ce qui concerne la méthode, je suis moi aussi de ceux qui pensent que c'est légitime de faire de temps en temps un film qui défend une thèse. Les faits scientifiques sont parfois difficilement accessibles pour le grand public
Et il est dans certains cas préférable de se limiter à l'exposition d'une seule thèse. Dans ce cas-là, eh bien pourquoi ne pas faire 2 films présentant chacun une des thèses? À mon avis, ça permet aux spectateurs non spécialistes de réellement s'immerger dans une problématique, de s'approprier la matière et de bien saisir les différents arguments. Oui, mais bon, revenons maintenant à notre question première. Quelles sont les limites du documentaire scientifique et en particulier du docufiction? Alors, Jean-Pierre Tillier, vous semblez avoir une approche un petit peu différente puisque vous refusez de réaliser des docufictions ou d'autres productions de ce genre. Vous qui privilégiez la rigueur avant toute chose, quelle est votre position par rapport à cette problématique? Alors, je tiens tout d'abord à souligner que tout comme Hervé Gaillic, j'ai personnellement beaucoup apprécié la qualité du film de M. Nagati. C'est un film très rigoureux, très fouillé au niveau scientifique. Il n'expose en effet qu'une seule thèse, mais à vrai dire, pourquoi pas? Je ne suis moi aussi pas fondamentalement opposé à cette démarche. Ensuite, il est vrai que le réalisateur s'approprie cette thèse pour en faire une œuvre, un produit culturel. Et cette interpénétration du monde de la science avec le monde de l'image ne va pas toujours sans poser problème. Cependant, les chercheurs ne doivent pas imposer une seule et unique façon de donner à voir la science ou une réalité scientifique particulière. Mais tout de même... Et d'ailleurs, j'aimerais aussi ajouter à ce sujet un autre commentaire, c'est que il y a toujours, au sein de la communauté scientifique, des visions différentes. Il y a finalement très peu de points sur lesquels les scientifiques sont unanimes, et c'est aussi comme ça que la science a pu progresser au fil des siècles, par la confrontation de thèses contraires. Cependant, chaque époque a connu des thèses officiellement reconnues par la majorité, et on fait alors l'amalgame entre majorité et vérité, ce qui n'est pourtant pas du tout la même chose, hein. Personnellement, je pense qu'il serait triste que la télévision ne se fasse l'écho que des thèses officiellement reconnues. Je vais peut-être être un peu provocant, mais je pense que le manque d'objectivité est parfois souhaitable et fertile. Un fait scientifique a de multiples facettes et il peut valider plusieurs hypothèses, parfois contradictoires. Vous êtes effectivement provocant, mais l'objectivité dont vous parlez ne se réfère pas à la science elle-même, mais plutôt à la façon de la présenter. Or, dans le cas d'Homo sapiens de Thomas Nagati, la polémique est née du fait qu'il ne présentait qu'une thèse extrêmement documentée, certes, mais sans la replacer dans le contexte des débats scientifiques actuels sur ce sujet. Alors, selon vous, Jean-Pierre Tillier, que devrait-on faire lorsqu'une thèse est aussi mise en doute que celle-ci? De quelle façon la présentez-vous au grand